Mon père fut le premier. Il prit la route bleue un matin d'hiver. Il ne regretta rien. Comment le pourrait-il? C'est un mot qui n'a plus de sens après coup. L'inquiétude, le doute, la culpabilité, ce sont des mots devenus étranges, appartenant à une humanité révolue. La nuit, muette et sans râle, était déjà tombée lorsque nous le revîmes. Il souriait. « Je n'ai plus peur, dit-il. » Droit et immobile dans le crépuscule sourd, allégé du poids du monde, je devinais sa transformation. Dès lors, son sourire, si blanc dans l'abîme qui enveloppait nos vies, ne le quitta plus. Les jours sombres d'hiver passaient, et mon père rayonnait. Nous travaillions sur des machines béantes aux fumées rances et dévorantes. Nous creusions la terre tout le jour. Nous pleurions nos mains salies le soir tombant. Mais il souriait. Mon père souriait encore lorsque l'usine diminuait nos salaires comme peau de chagrin. Il souriait lorsque le gel recouvrait la ville d'un manteau d'épines. Il souriait sans faiblir lorsque nous enterrâmes un ami au cœur fragile. Même au plus profond de ces nuits, sous le joug de 1000 cauchemars qu'exprime la tragédie de notre race, il souriait. Ma mère prit la route bleue à son tour un matin de janvier. Le vent était lent et vaincu. Elle avançait sans force sur la neige grise. Pas une seule fois, elle ne se retourna. Elle savait l'acte irréparable qu'elle commettait. Mais il faisait si froid, et les usines de la ville rendaient le ciel si sombre. Comment refuser la promesse d'un peu de paix? Si le monde ne peut changer, murmura-t-elle, mutilons l'œil qui le perçoit. Le lendemain, mes deux sœurs se dirigèrent elles aussi vers le chemin du salut, vers la promesse d'un rayonnement. Trop jeunes pour abandonner si tôt, tentai-je de leur dire, avant de les voir disparaître dans l'aube glaciale, cette aube sans écume, déjà impatiente de regagner le crépuscule. Étaient-ce mes sœurs que je retrouvai un peu plus tard, main dans la main, sautillant dans le jardin de ronces, comme portées par une musique inaudible? La neige ne craquait plus sous leurs pas. Leurs robes rouges virevoltaient dans une irréelle lenteur. Elles étaient deux mirages dans l'infini blanc. Elles souriaient. À la nuit tombée, notre famille prenait ses repas ensemble. L'usine nous rendait fébriles et affamés. La marmite fumait. La vapeur recouvrait la cuisine d'une brume presque impénétrable. Nous étions réunis autour du repas, et je ne distinguais plus rien que ce sourire, leur sourire, blanc et sans faille. « Nous n'avons plus peur, murmurait-il. La soupe était chaude, mais le froid ne me quittait plus. Ils parlaient tous d'une même voix, douce et sans heurts. Voulaient-ils me convaincre de franchir le pas, de les rejoindre à mon tour? Était-ce la voix de mon père que j'entendais souffler? La souffrance n'est plus nécessaire, la tragédie est révolue. Demain, tu iras toi aussi par la route bleue et tu connaîtras le soleil éternel. » À cet instant, face à leur sourire brillant dans le voile, je compris que nous avions cessé de vivre ensemble. Quel soleil éternel! Depuis 100 ans, l'hiver n'avait jamais été aussi froid, le ciel aussi sombre, la mort aussi triomphante. Partout, les hommes pleuraient la fin d'un monde, l'âge noir et la mort de Dieu. Ce fut bientôt la ville entière qui souriait comme un seul homme. Sur la route de l'usine, mes camarades autrefois si voûtés marchaient désormais d'un pas ample et le torse bombé. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient eux aussi en paix. Nous descendions la colline aux herbes grises et rejoignions la tentaculaire cité d'Ormeta. Un orage éternel assiégeait son ciel bas et pourpre. Les éclairs affamés se mêlaient au gratte-ciel famélique, tordus et innombrables comme autant de griffes lancées à l'assaut du royaume céleste. En contrebas, les premières vagues d'ouvriers se ruaient contre les flancs de la métropole. La fumée noire les absorbait déjà, mais les sourires blancs, eux, ne cessaient plus de scintiller. Un tremblement lourd monta du sol.
Le travail avait commencé. Dans les souterrains et les profonds corridors, les machines se mettaient en branle. Leur aiguille infernale pourfendait jusqu'au cœur de la terre. Nous dépaissions l'âme de Gaïa. Autour de moi vrombrissait le chant des ouvriers. Étais-je le seul à ne pas chanter? Étais-je le dernier homme? Je demeurais immobile, sans souffle. La vision d'Ormeta me plongeait d'effroi. Elle me parut en cette aube ou en cette nuit la plus épouvantable beauté de la dernière ère. Les albatros noirs coulaient sur les nuages de soufre, plongeant entre les tours de ferraille, ces phares néons aveugles conduisant les âmes isolées au naufrage collectif. Je ne pouvais plus me détacher de la cité des dieux faits hommes, qui étalait son vertige jusqu'aux confins des 6 horizons. Pourquoi me résignais-je encore? Pourquoi ne pas suivre la route bleue et trouver la paix, ma paix, tandis que le monde s'écroule? Rejoindre l'armée enthousiaste, l'inépuisable cohue des sourires blancs, oublier la peur, oublier la valeur, devenir soldat du néant pour ne plus ressentir la fin inexorable de toute chose. La route bleue ou la mort. La famille Zopotkin régnait sans partage sur la cité d'Ormeta. Nous avions vu les démocraties s'éteindre peu à peu. Nous avions vu la tyrannie jaillir de ce que nous pensions être notre bien le plus précieux. Notre quête insatiable d'égalité nous avait fait mépriser notre liberté. Lorsque la famille Zopotkin sortit du désert et se pencha sur les peuples d'Ormeta, elle trouva des hommes dociles et égaux, affaiblis par leur trop forte similitude, sans guide et sans chef, mais régis par le règne du consensus, de la sainte majorité. Elle rêvait d'un royaume où contempler sa propre grandeur. Elle avait la poésie des sirènes. Nous chérissions sa présence, car, en elle, nous croyions reconnaître notre propre grandeur. Aucune voix ne s'éleva contre son emprise. Elle tenait la majorité, nous étions la majorité. Nous avions tant appris par le passé à craindre l'esprit libre, le trouble fait de l'opinion commune, celui qui inquiéterait la limpidité du rêve universel. Lorsque la famille Zopotkin dévoila son vrai visage, il était déjà trop tard. Elle nous tenait avec l'assurance d'un oiseau de proie. Elle avait mis moins d'un siècle avant de régner sur la multitude. Mais quoi de plus manipulable qu'un peuple avançant comme un seul homme? Les peuples d'Ormeta demeurèrent égaux, mais dans l'esclavage. Voilà comment les faiblesses d'une démocratie rendent possible la tyrannie. Dès lors, le cauchemar prit cher. Le ciel se résorba en une nuit sourde. Nos complaintes ne trouvèrent aucun écho. Les héros que nous avions autrefois chassés ne répondirent pas à notre appel. Nous étions seuls et vaincus par les forces des Zopotkin, maîtresses des machines. Bénétis la douce, princesse des Zopotkin, n'était peut-être pas insensible à la souffrance des peuples. Elle vivait un peu à l'écart de la métropole, au-delà des forêts de brume. Dans le feu de ses ateliers, son palais bleu, vaste citadelle réverbérant le souvenir de l'ancien ciel, elle conçut la plus terrible et la plus prodigieuse des inventions. Elle donna naissance à un médicament baptisé l'allégresse, une pilule bleue qui plongeait son utilisateur dans un état permanent de bien-être. Ce n'était pas une drogue ordinaire. Il n'existait jusqu'à ce jour ni descente, ni conséquences physiques, ni dépendance. Une seule pilule suffisait à combler une vie entière d'un doux contentement. Le discours de Bénétis s'était diffusé par les haut-parleurs de la ville. Peuple d'Ormeta, travailleurs des usines, les signaux sont rouges et unanimes. N'ayons plus peur des mots. L'humanité est condamnée. Elle aura été un instantané étrange dans la course du cosmos. Une malformation momentanée de la conscience. Une aberration, sans doute un échec. Mais dans le précipice dans lequel nous nous engageons tous, main dans la main, Bénétis la douce ose encore croire à la joie.
Puisque la lucidité est devenue un fardeau trop lourd à porter, peuple d'Ormeta, guidons-nous vers le renoncement et vers l'oubli. Rejoignez la route bleue, celle qui mène hors de la ville, rejoignez ma citadelle et recevez l'allégresse. La fin sera douce et sans peur, je vous le promets. Dans les premiers temps, les peuples d'Ormeta refusèrent de suivre la route bleue. Voyaient-ils dans la souffrance un dernier acte de liberté, la marque douloureuse de leur humanité, un bastion résistant encore à une entière dépossession? Oui, il y avait, si ce n'est de l'amour, encore du respect dans ce malheur, mais la résistance ne dura pas. La tentation du vide les submergea un par un, et je demeurai l'unique porteur de la tragédie. Mais pour combien de temps? Février me porta le coup de grâce. Le travail à l'usine ne nous rapportait plus assez pour nous chauffer la fin du mois. Nous avions déposé pour de bon notre dignité d'homme. Pas le moindre vent de révolte, pas la moindre plainte. Sans trêve, les sourires blancs irradiaient. Et spectre parmi les spectres, je ne me débattais, hurlais, mais personne n'entendait. Les voix répondaient d'un murmure toujours plus bas. « Accepte la paix ». Dans les cavités profondes où nous creusions la terre, le faisceau des candélabres projetait des visages difformes sur les parois froides, éclairant les milliers d'ouvriers gémissant, riant, chantant et mourant sur les machines vibrantes. Ils se mouvaient avec une grâce mimétique, portés par une chorégraphie que j'étais le seul à ne pas connaître. Les cadavres tombaient à intervalles réguliers, des monstres de métal. Mais personne n'y prenait garde. Mes deux sœurs ne dînèrent pas avec nous cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Les jours défilèrent avant que je comprenne que je ne les reverrais pas. Je sus à cet instant que la force me manquerait. Si je ne renonçais pas à la vue, ma solitude, au milieu des foules, me conduirait à la démence. Après des mois de lutte, je déposai mes armes. À l'aube d'un jour identique à tous les autres, je m'engageai à mon tour sur la route bleue. Sous une brume tiède et rampante, le chemin me mena à travers une forêt de bouleaux. Une usnée noire recouvrait les troncs et remuait sous les branches pâles en de longs filets. Un instant, je crus discerner la forme tranquille d'un pendu. Dans ce royaume fait de silence et d'obscurité, mon imagination s'en donnait à cœur joie. Bientôt, me disais-je, même la vue d'un loup surgissant sur le sentier me laissera indifférent. J'avais hâte de ne plus rien ressentir, surtout que la brume devenait plus dense, pesante comme un étau de larmes. Je ne distinguais ni le ciel, ni la cime des arbres, mais seules quelques branches tordues au-dessus du chemin. La route de la terre s'évanouit bientôt. D'étranges dalles rondes et bleutées me guidaient désormais. Le brouillard s'éclaircit un peu plus loin, et je les vis apparaître alors, mes deux sœurs disparues. Elles se tenaient au-dessus du sol, portées par une houle invisible à l'œil des vivants. Main dans la main, les contours flous, elles me regardaient avec une infinie douceur. Elles ne souriaient pas. Une voix lente s'éleva sans que leurs lèvres ne tremblent. Cette route n'est pas pour toi, petit frère. Si tu persistes, tu trouveras une nuit plus grande encore. Je veux oublier, soufflai-je. Ma solitude est béante, seule au milieu du naufrage. Je préfère ne plus rien voir, ne plus rien entendre, ne plus rien sentir, couler dans le sens de l'abîme. Oui, mes tendres sœurs, je renonce. Au moment où je posais mon pied sur cette route, je me savais condamné. Je savais ma quête irrésistible et les dés jetés. Laissez-moi passer maintenant. Nous nous retrouverons bien assez tôt. Les silhouettes de mes sœurs s'évanouirent. Les brumes s'élevèrent, à nouveau. Seul, la tête basse, je continuai ma route. Un murmure parcourait la forêt. Si le voile n'était pas si profond, qu'aurais-je découvert sur le bord de la route? Peut-être les âmes soupirantes des milliers d'ouvriers. Voudraient-ils eux aussi me convaincre de renoncer, de revenir en arrière et de porter seul la mémoire des peuples vaincus? Devrais-je m'arrêter et tendre l'oreille, entendre ce qu'ils avaient à me dire? Non,
Il me fallait avancer, il me fallait comprendre. Lorsque le brouillard s'effaça, usé de tant de secrets, la forêt tout autour de moi avait laissé place à une plaine brune, hérissée d'arbres maigres et solitaires. Je savais que ma quête arrivait à son terme. Les dalles luisaient sous le ciel noir et statique. Aucun vent ne soufflait, aucun bruit ne s'élevait. Ma solitude était totale. La route bifurqua sur la gauche. Un nouvel horizon apparut. À mon regard, sans lumière, se dévoilait au bout du chemin un gigantesque palais. Son aura bleue vacillait comme un mirage. D'innombrables cheminées déversaient dans le ciel une fumée sinueuse et opaque. 5 dômes bulbeux, outrageusement gonflés, menaçaient d'éclater. Des tours aux formes incompréhensibles formaient un mur autour des enceintes. L'usine bleue m'attendait au bout du chemin. J'eus l'étrange sentiment qu'elle m'avait toujours attendu, que nos destins étaient liés depuis mon premier souffle. D'une quelconque manière, chacun de mes rêves me menait à elle, m'inspirait notre inévitable rencontre. Je me rendais désormais sans peur au-devant de mon destin, porté par une douce fatalité et le désir d'en découdre enfin.